Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux choses très importantes à vous dire aujourd'hui. La première, vous le savez, les étoiles et les commentaires sont essentiels à la vie du podcast. Alors si l'épisode vous plaît, pensez à aller le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pour Apple Podcast, c'est sur la page principale du podcast, pas la page de l'épisode. Donc il faut revenir à la page principale et c'est tout en bas. Les commentaires sont au même endroit. Pour Spotify, c'est sous la vignette sur la page principale aussi du podcast. Et si vous vous demandez quoi mettre en commentaire, dites-moi simplement en quoi le podcast vous est utile. Ça aidera les personnes qui recherchent des podcasts pour s'inspirer à savoir si c'est le bon pour eux. Deuxième et dernière chose, une rencontre des auditrices et des auditeurs aura lieu le 17 octobre prochain à 18h à Paris, à Opéra. Si ça vous tente, inscrivez-vous tout de suite à la newsletter sur www.l'entreprisededemain.com. Vous allez tout en bas de la page et comme ça vous en saurez très vite plus puisque les invitations partent la semaine prochaine. Alors merci pour votre attention, merci pour vos étoiles, vos commentaires et on passe à l'épisode du jour. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Pham. Alexandre est président et cofondateur du groupe Mr Temp qui est leader de l'intérim digital. J'ai eu le plaisir d'échanger avec lui avant l'été sur 3 sujets clés. Le premier, le management des franchisés, parce que la particularité de Mr Temp, c'est que c'est un réseau d'agences franchisées. C'est très intéressant d'avoir le regard d'Alexandre là-dessus. Le deuxième, qui est la méthode des OKR, objectifs qui résultent. Donc vous avez déjà peut-être entendu parler, qui en fait a été utilisé dans les années 70 par Andy Grove, le CEO d'Intel, popularisé en 1999 par Google et depuis reprise par de nombreuses entreprises américaines comme Netflix, Amazon, Twitter, mais aussi beaucoup d'entreprises françaises. La méthode OKR, c'est donc une méthode de management par objectif qui a pas mal de spécificités et qui a fait ses preuves. Et donc Alexandre va nous expliquer pourquoi il l'a mise en place avec son équipe il y a 1 an, comment et quels ont été les freins qu'il a pu rencontrer dans la mise en place. Et comme on survole le sujet, je vous propose de vous faire un épisode podcast minute du lundi prochain, totalement là-dessus. Donc ne le manquez pas. Troisième chose qu'on aborde avec Alexandre, c'est, bien sûr, on va parler du marché de l'emploi. Qui mieux qu'une agence d'intérim peut nous parler du marché de l'emploi, de la tension actuelle, mais aussi de l'évolution des attentes des candidats. Et c'est intéressant puisqu'Alexandre travaille avec absolument tous les métiers. C'est-à-dire qu'on a souvent une vision très cadre, très fonction, on va dire de bureau. Et là, tout d'un coup, Alexandre, sert absolument tous les métiers. Et du coup, sa vision est beaucoup plus large et c'est intéressant à regarder de plus près. Un épisode donc, comme toujours, passionnant. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast. Donc Alexandre, j'ai beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui avec vous, mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentiez pour nos auditeurs. Je suis Alexandre Pham, je suis le président et cofondateur du groupe Mr Temp. Alors moi je suis aujourd'hui dans le monde du recrutement et du travail temporaire. Alors 2 mots un peu son parcours, peut-être, c'est effectivement un secteur qui n'a pas toujours très bonne presse, on dit les choses. Moi je suis de formation ingénieur à la base, donc j'ai bossé assez longtemps dans la tech et dans l'industrie, et le hasard a fait que j'ai été chassé il y a presque 20 ans maintenant par un patron d'un grand groupe de travail temporaire qui voulait me faire venir au sein de sa structure. Et lorsqu'il m'a appelé, ma première réaction était d'abord extrêmement négative.
Parce que c'est vrai que lorsqu'on m'a parlé effectivement intérim, je me suis dit, mais vraiment Philippe, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans ce secteur-là? J'avais effectivement en tête tous les clichés qu'on accorde au travail temporaire, le côté précarité, le côté même un peu marchand de viande ou effectivement qu'on peut prêter à ce secteur-là. Et en fait, j'ai découvert un métier fabuleux, d'abord extrêmement noble parce qu'on trouve du boulot pour des gens, et c'est que on a tort de pas assez le souligner aujourd'hui, et un métier extrêmement humain en définitive. Et c'est ce qui m'a amené ensuite effectivement à créer ma propre structure, effectivement le groupe Mr Temp, il y a presque 13 ans maintenant, avec vraiment deux grands points de différenciation dans ce marché effectivement qui est d'abord extrêmement important. La première, c'est qu'on a souhaité développer un réseau d'agences qui soit géré non pas par des salariés, mais par des franchisés, et donc des entrepreneurs qui montent leur propre agence de travail temporaire. Et deuxième différenciation, ça a été le digital. Dès naissance du réseau en 2009, on s'est dit qu'il y avait d'autres moyens d'aller recruter des candidats que d'avoir des affichettes en vitrine sur une rue passante. Et donc, on a souhaité vraiment que l'intégralité de nos candidats soit identifiée via des canaux digitaux. Et on a avancé un cran de plus en 2016 en développant une plateforme Mr Temp qui permet vraiment aux candidats de pouvoir identifier, trouver des missions et contractualiser intégralement en ligne. Et voilà, et pour donner quelques mots sur le groupe, on a connu une croissance très forte, de l'ordre de 40% par an depuis maintenant 5-6 ans. Pour donner quelques chiffres clés, on a dépassé le cap des 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On fait travailler aujourd'hui plus de 7000 personnes tous les jours. J'ai près de 9500 clients différents chaque année. Donc voilà un petit peu les grands chiffres clés du groupe. Bravo déjà. Alors, du coup, on a beaucoup de choses à partager sur la croissance, sur la façon dont vous gérez ce groupe, sur aussi le marché du recrutement. Alors, j'ai d'abord envie de vous interroger justement sur la façon dont vous gérez ce groupe. Est-ce que vous êtes donc des collaborateurs, mais aussi des franchisés? Donc, comment est-ce que vous concevez votre entreprise dans sa globalité? Comment vous la voyez et comment vous la managez? Comment vous la gérez? Alors, c'est une vaste question. C'est vrai que par philosophie, je trouve intéressant que chaque personne puisse exprimer le meilleur d'elle-même dans un contexte qui lui soit adapté. Et c'est vrai que l'intuition même de la franchise, qui est assez courante dans le domaine de la distribution alimentaire ou vestimentaire, est extrêmement rare dans le milieu du travail temporaire. Et pourtant, je trouve que c'est extrêmement pertinent parce qu'il permet vraiment à des gens de pouvoir s'engager pleinement dans leur entreprise, être indépendant avec tout ce que ça suppose à la fois évidemment comme contrainte, mais également comme autonomie et également comme facteur de rémunération, tout en bénéficiant des outils, des moyens, de l'esprit collectif d'une structure importante. Et je trouve ça particulièrement pertinent pour l'intérim, où l'intuitu personné que peuvent avoir aussi bien les clients que les candidats avec leur interlocuteur du quotidien est extrêmement importante. Alors ça suppose évidemment en interne pas mal de changements de philosophie. Et c'est vrai que lorsqu'on a lancé les groupes, c'est vrai qu'on a eu quelques errements parce qu'on ne gère pas un réseau de franchisés comme on gère un réseau de salariés. Les franchisés sont des indépendants et il faut être extrêmement respectueux de leur indépendance, tout en effectivement sachant aussi imposer ce qui va être une cohérence du groupe en termes de savoir-faire, de pratique ou d'outils. Donc c'est un équilibre assez subtil effectivement qu'on s'est efforcé de mettre en place. Et je dirais que le plus important effectivement pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une vraie adéquation en termes de projets, de valeurs, d'état d'esprit entre ce qui anime nos franchisés et ce qui nous anime nous. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de temps qui est passé pour quelque part se rencontrer l'un et l'autre lorsqu'on discute avec des candidats à la franchise. On parle souvent que c'est presque un mariage, parce qu'un contrat de franchise, c'est une durée le contrat initial est un contrat qui dure 7 ans. Donc finalement qui est beaucoup plus engageant qu'un contrat en CDI. Donc on va être sûr qu'effectivement que dans cette période des 7 ans, il y aura des hauts, il y aura des bas. Si au moins on partage les mêmes valeurs et la même philosophie, le même état d'esprit, ça se passera mieux que si jamais effectivement on a des points de discordance sur ce point-là. Et du coup, ça vous a, par définition, amené à formaliser, j'imagine, vos valeurs, votre culture d'entreprise, ce que vous vouliez faire, comment vous voulez le faire. Parce que nécessairement, pour pouvoir mettre ça en place. Oui, alors c'est qu'on a une approche qui était assez, on va dire, les anglo-saxons, et pardon pour une approche assez bottom-up finalement, ouais. C'est-à-dire que on a une approche qui est beaucoup par la cooptation, par l'échange, typiquement on a une commission
effectivement, avec un jury composé de pas mal de personnes du groupe, aussi bien des franchisés que des partenaires, que des salariés du groupe, qui est en charge de valider chacun des candidats à la franchise qui veut rejoindre le réseau. Voilà, les candidats à la franchise aussi passent du temps, effectivement, en immersion dans des agences franchisées, de façon à vraiment s'imprégner à la fois du métier, parce que ça ne connaissent pas le métier, mais aussi de l'état d'esprit des gens qui composent ce réseau. Et finalement, je trouve cette diffusion un peu informelle au moins aussi importante qu'une formalisation, effectivement, de quels sont les points qui sont importants pour nous. Oui. En tant que tel. Maintenant, après, les points qui sont importants pour nous, oui, effectivement, il faut des gens qui soient dans la performance, des gens qui soient dans l'entraide mutuelle, effectivement, qui sont importants pour nous. Et puis, on aime bien avoir des gens qui aiment les gens. La formule peut paraître un petit peu galvaudée. Non, mais dans votre métier, ça fait sens. Mais c'est essentiel. C'est essentiel, effectivement, d'avoir des gens qui ont ce contact humain parce que, effectivement, on a un contact important avec les candidats, avec les clients, et qui est primordial pour bien réussir dans ce métier. Et alors, vous avez passé une étape supplémentaire puisque vous avez mis en place des OKR, ce qu'on appelle Objective Key Results, il y a maintenant bientôt 1 an. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, comment, en quelques mots, vous êtes venu à cette démarche? Alors d'abord, OKR, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est une méthode qui a été inspirée effectivement par Intel et Google sur la côte ouest et qui permet d'avoir vraiment un alignement effectivement, et une grande transparence de l'ensemble des collaborateurs d'un groupe sur les objectifs qu'on cherche à atteindre collectivement parlant et les moyens d'y aboutir. Et comment on y est arrivé, c'est qu'on a fait le constat que le groupe évoluant de façon rapide, avec c'est vrai différents concepts, effectivement différentes marques sur lesquelles on habite, certains avaient le sentiment, à juste titre, parfois d'être un peu perdus. Pour ces matins, on court beaucoup de livres à la fois. Je ne sais plus quelles sont vraiment mes priorités, comment elles s'inscrivent au sein du groupe. Et bien qu'on ait aujourd'hui encore une taille assez modeste de TI, on s'est rendu compte que parfois il y avait des gens au sein du groupe qui pouvaient travailler sur les mêmes sujets en même temps, avec une déperdition d'énergie qui est extrêmement forte. Donc on s'est dit, attends, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'équipe de management, chercher humblement à essayer de pallier à ces carences. Et on a trouvé cette méthodologie-là, effectivement. Donc un de mes collaborateurs m'a dit, tiens, j'ai entendu parler des OKR, pourquoi on ne mettrait pas ça en place chez nous? Parce que ça permet justement de créer une grande transparence, un alignement des objectifs au sein du groupe. Et donc, alors comment on l'a fait? On l'a fait de façon assez empirique. Effectivement, j'ai réuni d'abord mon comité exécutif, c'était juste avant l'été 2021, où cette personne qui est Thibaut, effectivement, chez nous, a présenté un peu les grandes lignes de ce projet-là. Et puis, voilà, j'ai offert à chacun des membres du COMEX un petit livre, effectivement, qui est... Pour l'été. Pour l'été, voilà, effectivement, qui est un peu la Bible, effectivement, des OKR. Hein. C'est, effectivement, Measure What Matters, qui, effectivement, explicite la méthodologie. Puis, j'ai demandé, effectivement, à chacun de lire ça cet été, et puis de revenir à la rentrée pour dire, en gros, voilà, ce que vous en avez lu, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous intéresse qu'on mette ça en place, effectivement, pour le groupe? Et la réponse a été unanimement, d'ailleurs, oui, c'est intéressant, effectivement, parce que c'est une méthode qui est très pragmatique et qui peut répondre à nos besoins tels qu'on les a aujourd'hui. Et donc, ensuite, on a fait l'exercice de mise en place de ces OKR de façon très soft, effectivement, où chacun, effectivement, a construit ses propres OKR, avec beaucoup d'allers-retours également, de façon à définir des OKR de qualité. On a beaucoup échangé aussi avec des entreprises qui l'ont mise en place avec plus ou moins de succès, de façon à avoir un maximum de retour d'expérience sur les écueils principaux qu'on peut rencontrer. Alors, j'en citerai 2 peut-être, effectivement, qui ont été des vraies barrières qu'on a dû lever. La première, c'est la culture assez française de se dire que lorsqu'on se fixe un objectif, on aime bien l'atteindre. Et si on ne l'a pas atteint, c'est un échec. Et donc, par voie de conséquence, on a toujours envie de créer des objectifs qui soient évidemment tous extrêmement réalisables. C'est logique, effectivement, hériter des grands groupes, on crée des budgets, on veut être sûr d'avoir un budget qui soit atteignable, etc. Et c'est que devoir se dire que si on atteint 100% des objectifs, c'est que les objectifs n'étaient pas assez ambitieux, ils ont été mal faits, c'est un vrai challenge psychologique à aborder au sein des équipes. Et c'est qu'on a pu le surmonter en disant, mais non, écoute, si l'objectif il n'est pas atteint, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'on vise effectivement de faire 2000 et de faire que 1200 que de viser 1000 et de faire 1050. L'objectif, c'est combien on arrive à faire à la fin. Donc c'était le premier effectivement écueil dans lequel on a évité de sombrer.
Et deuxième élément aussi qui était important pour nous, c'est que on a mis en place effectivement dans le livre ils appellent ça effectivement un berger, un shepherd qui est en charge de façon transversale de vraiment challenger les équipes sur l'écriture même des objectifs. Donc effectivement quelque chose qui a été fait du coup en fin d'année dernière, et c'est que depuis c'est quelque chose que j'en suis effectivement aujourd'hui. Donc on s'est focalisé sur 4 grands objectifs principaux sur lesquels on s'attache, qui sont communiqués à chaque collaborateur qui rejoint le groupe. Je présente personnellement les OKR effectivement du groupe à chaque collaborateur qui le rejoint, de façon à ce que chacun ait une vision claire de ce qu'on cherche à faire collectivement. Et après qu'il trouve sa place dans cette vision. Exactement. Et alors merci pour cet éclairage. Maintenant je voulais qu'on parle un petit peu du marché du recrutement. Parce que à l'heure où on en parle, mais ça reste encore un petit moment, il est vraiment sous tension. On entend beaucoup de choses. Moi je voulais avoir votre perception. Comment vous voyez le marché aujourd'hui, voilà, quels sont les points saillants pour vous? Alors, le marché de l'emploi, du coup, mais du recrutement aussi. Oui, alors 2 points importants, je pense. Il y a effectivement c'est un marché qui est en tension, et 2, c'est un marché qui se transforme beaucoup en termes d'attente des collaborateurs. Premier point d'abord sur effectivement un marché qui est en tension. Tout le monde se plaint aujourd'hui. Toutes les entreprises spontanément se plaignent de la difficulté pour elles de trouver les compétences dont elles ont besoin aujourd'hui. Alors je pense qu'à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, effectivement, c'est de se dire que je crois que c'est presque un problème de riche, et tant mieux, je préfère avoir ces problèmes-là que des problèmes de carnet de commandes qui sont vides et qui créent plus de tension sur l'emploi. Mais c'est une réalité alors, qui touche, et ça c'est assez nouveau, pas seulement les métiers de cadre de développeurs informatiques ou autres, mais on rencontre même aujourd'hui de plus en plus sur des profils, je dirais, presque sans qualification aujourd'hui. On a des profils typiquement chez mes clients de préparateurs de commandes piétons, donc il n'y a même pas besoin d'avoir de permis cariste. Voilà, c'est vraiment juste, faut juste mettre des documents et des livres dans une pochette. Des difficultés à trouver des profils. Et je pense d'ailleurs que le débat qui est posé sur la formation, effectivement, c'est un vrai débat, mais je pense qu'il y a d'autres types aussi de questions qu'on doit résoudre. Il y a la question de la mobilité. Moi, j'ai aujourd'hui des personnes à qui on propose des missions, qui les refusent, parce que de façon, je pense, tout à fait légitime, nous disent, mais écoute, j'ai fait mes calculs, effectivement, pour des missions au SMIC, je perdrais de l'argent en raison notamment du coût du carburant, de me rendre à mon emplacement de travail plutôt que de rester chez moi et toucher mon pôle emploi, parce qu'effectivement, le coût du carburant, effectivement, est devenu très important. Donc, il y a aujourd'hui quand même des sortes de freins aujourd'hui à l'emploi qui sont réels, au-delà des problématiques, des qualifications qu'on peut adresser traditionnellement parlant. Donc, sa partie pénurie, c'est un élément important. Deuxième point, il y a un changement d'attente aussi, je pense, des collaborateurs. On parle beaucoup aux États-Unis de la grande démission, de gens qui décident de quitter même le monde du travail pour se recentrer sur leur vie plus personnelle. Alors je dirais qu'on n'en est pas encore là en France, mais c'est vrai que l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est peut-être aussi à cause du Covid ou grâce au Covid beaucoup plus important. On le voit dans les métiers de la restauration, effectivement, où des gens qui ont goûté maintenant d'autres secteurs d'activité se disent c'est quand même pas si mal que ça d'avoir ces week-ends. Je le vois aussi beaucoup même dans le monde médical. Donc des professions d'infirmiers et d'aides-soignants qui ont été extrêmement sollicitées depuis maintenant 2 ans, qui en ont marre de devoir subir des obligations, je dirais, imposées à eux en termes de nuit, de garde, de week-end. Et même des gens aujourd'hui qui démissionnent, par exemple, de la fonction publique hospitalière pour devenir intérimaires. Parce qu'un des atouts de l'intérim, que peu de gens perçoivent, mais c'est une réalité, c'est que les gens ont une bien plus grande liberté dans leur organisation. Et aujourd'hui, des infirmiers qui nous envoient en début de mois leur planning de disponibilité pour le mois. En disant, tiens, je vais travailler lundi, mardi, mercredi non, parce que je vais m'occuper des enfants, et puis je peux prendre une garde si tu veux jeudi soir et à mon tour vendredi soir. Ils nous envoient ça pour le mois, et on complète leur planning en fonction de leur propre desiderata. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant aujourd'hui. D'accord, donc le rapport s'inverse en fait, complètement. Le rapport s'inverse beaucoup plus, oui. Et du coup, est-ce que ça amène des métiers à venir sur l'intérim qui n'y étaient pas, des métiers qui n'y étaient pas? Par exemple, infirmier, est-ce qu'il y en avait déjà autant? Est-ce que ça fait gonfler les effectifs dans l'intérim de ce genre de métier? Je pense effectivement que ça amène, en tout cas, la vision de l'intérim comme étant, je dirais, malheureusement, quelque chose qui est subi et un point de passage pour devenir ensuite cédisable qui serait vraiment le Graal ultime, cette vision-là, elle est totalement passée.
Je pense que il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui deviennent intérimaires par choix. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension rémunération, parce que lorsqu'on est intérimaire, si on travaille à plein temps, on gagne effectivement 10% de plus que quelqu'un qui est en CDI d'entreprise, comme n'importe quel CDD exactement, ce qu'on appelle l'indemnité de fin de mission, l'ancienne prime de précarité, tout à fait. Mais aussi par choix, parce que c'est des gens qui veulent parfois aussi avoir un peu plus de sentiment de liberté, de pouvoir choisir les missions dans lesquelles ils sont, de pouvoir choisir aussi quand est-ce que de partir en vacances ou pas. Et c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus courant, effectivement, aujourd'hui, sur un spectre de qualification beaucoup plus important. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? On parle un petit peu de la révolution du freelancing. Est-ce qu'il y aurait la révolution aussi de l'indépendance? De l'intérim. De l'intérim, alors on n'est pas encore là, mais moi je trouve qu'à ce titre, l'intérim est un contrat extrêmement moderne, contrairement à l'image qu'on peut s'en faire. Beaucoup de gens aujourd'hui font la promotion du freelancing comme étant un peu l'avenir de l'emploi. Alors, j'aime beaucoup le freelancing parce que je pense que ça apporte beaucoup de choses en termes de liberté. Moi, je reste quand même un petit peu sceptique lorsqu'on parle de freelancing pour des travailleurs des plateformes, effectivement, pour les Deliveroo, les Uber, effectivement. Je pense que malheureusement, dans beaucoup de situations, c'est du salariat déguisé. Effectivement, plus que vraiment du freelancing au sens plus pur du terme. Et je trouve que de ce point de vue-là, le travail temporaire, enfin le contrat d'intérim offre à la fois une flexibilité extrêmement forte. Je fais des contrats d'intérim grâce à la plateforme digitale notamment qui durent parfois 2, 3 heures, 4 heures sans problème, tout en gardant un modèle de contrat de travail extrêmement cohérent avec le modèle social français. Donc lorsqu'on est intérimaire, on a, contrairement aux freelance, un minimum de rémunération qui est le SMIC. On a une égalité de rémunération par rapport à un collaborateur qui est en CDI dans l'entreprise dans laquelle on va travailler. On a effectivement des cotisations pour le chômage, pour la retraite, pour la formation, etc., etc. Donc je trouve qu'on a un équilibre social qui me paraît extrêmement pertinent. Et d'ailleurs, je trouve un petit peu dommage lorsqu'on voit aujourd'hui qu'on met en place beaucoup de choses pour créer des instances de dialogue social entre des indépendants et leurs employeurs, entre guillemets, alors que ça existe finalement déjà en France. Et du coup, pour terminer, quelle serait votre vision de l'entreprise de demain, mais du coup, à la fois en tant que dirigeant et à la fois en tant que dirigeant de société d'intérim? C'est-à-dire, est-ce que c'est une entreprise où les gens viennent travailler différemment? Est-ce que d'ailleurs, parce que là on est dans vos locaux, je vous disais qu'il y avait du monde, je trouvais, donc on parlait du télétravail, donc voilà. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors je pense que la difficulté, c'est que malheureusement, il n'y aura pas qu'un seul modèle. Non. Et je pense que les modèles seront de plus en plus hybrides. On le voit d'ailleurs entre le télétravail. Pour moi, il y a pas, c'est ni tout blanc ni tout noir. Je pense que imposer un modèle à l'ancienne où il y a zéro télétravail, je pense que c'est obsolète et pas forcément réaliste en termes d'attente des collaborateurs. À l'inverse, je reste persuadé que un modèle en 100% télétravail perdrait énormément, effectivement, en termes de culture d'entreprise, en termes d'intégration de nouveaux collaborateurs. Et de transmission aussi. De transmission également d'informations. Et puis également, je trouve qu'en tant que dirigeant, on apprend énormément de choses à la machine à café le matin en serrant les mains des gens, en rencontrant un peu, en ressentant un petit peu leur vécu, leur quotidien. Et je pense qu'on perdrait beaucoup de choses à être en une entreprise qui serait totalement dépourvue de lieux de travail, qui sont aussi des lieux d'échange. Tous ces signaux faibles, en fait. Exactement, tous ces signaux faibles, effectivement, qu'on perçoit effectivement plus facilement, effectivement, en voyant les gens, en les rencontrant, que juste, on va pas organiser un Zoom pour dire, tiens, comment ça va aujourd'hui? C'est plus compliqué. Et je trouve qu'il y a une forme d'hybridation qui se développe dans les lieux de travail, et de même que je pense aussi que dans les formats contractuels qu'on a avec l'ensemble des ressources dont on a besoin aux entreprises pour avancer, là aussi je pense qu'il y a des panachages de formules qui sont intéressants. On le voit d'ailleurs pour nos grands comptes, on est amené à avoir même des salariés de notre groupe qui sont physiquement chez nos sites de nos grands comptes et qui sont là pour gérer pour le compte de nos gros clients le recours au travail temporaire. Donc preuve que finalement le travail temporaire devient aussi une partie intégrante effectivement du modèle économique d'un certain nombre d'entreprises. Eh bien merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre.
Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.